Bonjour à tous. Je vais parler pendant que j'installe parce que sinon... Alors, j'avais commencé à vous faire des lectures sur le livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier, le livre qui s'appelle « Cette chose ». Et donc, je lis le livre évidemment passionnant. Et je vais... donc, hier soir, je suis tombée sur un petit paragraphe croustillant que je me suis dit je vais le remettre en vidéo demain matin parce que franchement j'ai bien aimé. Donc je vais vous mettre devant un joli décor que j'ai choisi ce matin. Il est encore tôt mais il y a déjà pas mal de monde qui arrive, donc je me précipite pour vous faire mon petit instant de lecture. Je vous remontre le livre. Alors je vous ai déjà fait des vidéos, hein. Je vous relirai les préfaces après. Alors, 18 ans après cette chose. Donc c'est le titre du paragraphe. C'est en 2001 que j'ai commencé à communiquer le fruit de mes recherches sur les expériences de mort imminente. Je venais de publier un roman chez un petit éditeur, CLC Éditions, Coma dépassé. Le personnage principal est un anesthésiste confronté à ces fameuses expériences qui continuent à me passionner. J'avais lu dans les années 70 le livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie, qui portait à la connaissance du grand public les Near Death Experience, ou NDE, EMI en français, ou expérience de mort imminente en français. Oui, je viens de le dire. Cet ouvrage, vendu à 13 millions d'exemplaires, est une compilation commentée par l'auteur de témoignages de personnes qui ont pu raconter leur vécu lors d'arrêts cardiaques ou périodes comateuses. En lisant ce succès de librairie, on s'aperçoit que ce singulier voyage dans l'au-delà comporte bon nombre de similitudes. Les expérienceurs sortent de leur corps, la plupart du temps par le haut de leur crâne, la fontanelle ou le 7e chakra des hindous. Ils assistent à leur réanimation ou à des scènes précises se déroulant à distance de l'endroit où ils se trouvent. Et c'est sans nul doute ce phénomène-là qui dérange le plus les matérialistes qui souhaitent faire passer les EMI pour des hallucinations secondaires à un grave dysfonctionnement cérébral. En effet, comment expliquer qu'un expérienceur puisse, par exemple, décrire sans aucune erreur ce qui se passe dans un appartement situé à plusieurs kilomètres de là, au moment précis où son cœur s'est arrêté? Vient ensuite le passage dans un tunnel avec au bout une lumière d'amour inconditionnel. La rencontre avec des êtres chers décédés, des anges, des guides et Dieu parfois. Un Dieu qui peut prendre différentes colorations, en fonction des convictions de chacun. La revue de vie ou rétrocognition est assez fréquente dans le récit. Les voyageurs de l'au-delà nous racontent notamment qu'ils ont ressenti tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était à eux-mêmes que ces actions étaient destinées. Plus rare, la précognition permet de connaître son futur, une sorte de voyance sur un avenir personnel. Une limite infranchissable est symbolisée de différentes manières. Ce peut être une ligne blanche fluorescente, un mur, un grillage, une haie. Au-delà de cette frontière, il semble que le retour à la vie ne soit plus possible. Vient alors la réintégration du corps, qui s'avère aussi pénible que fastidieuse. Cette dernière phase est la plupart du temps accompagnée d'une immense nostalgie de cette incroyable aventure qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de leur vie. Cet ouvrage m'avait intéressé mais sans plus. Avant ce mois d'octobre 1983. Je l'avais, pour ainsi dire, totalement oublié. Il devait être caché dans un recoin sombre de ma mémoire. Les 5 secondes de
La Chose lui ont donné un sacré coup de projecteur en me démontrant sans aucune ambiguïté que le vécu des expérienceurs était bel et bien réel et que cet incroyable périple n'avait rien à voir avec une hallucination. Quand mon premier roman est paru, j'avais déjà collecté quelques témoignages. Mon métier d'anesthésiste réanimateur me donne en effet l'opportunité de le faire. Il suffit d'interroger les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque ou un coma prolongé et de les écouter parler. Mais ce recueil d'informations n'est pas aussi simple qu'il y paraît. D'abord, les personnes concernées ne sont pas toujours en capacité physique de faire des confidences. Elles sont trop fatiguées, trop diminuées ou avec des séquelles neurologiques trop lourdes. Ensuite, il faut savoir qu'elles ne communiquent pas immédiatement sur leur expérience. Il leur faut souvent plusieurs années, voire quelques décennies avant de digérer tout ça, et pour pouvoir commencer à seulement l'évoquer du bout des lèvres. La première personne à qui l'on en parle est souvent un proche, rarement un étranger. À plus forte raison si cet étranger porte comme moi une blouse blanche. La peur d'être rapidement psychiatrisé et revêtu d'une camisole dissuade instantanément ceux et celles qui veulent livrer ce genre de confidence. Bref, ma collecte de témoignages n'était pas suffisante pour en faire une étude ou écrire un ouvrage. Toutefois, je souhaitais informer un maximum de personnes sur le phénomène EMI. Donc je vous rappelle le terme EMI, expérience de mort imminente. J'en faisais même un objectif prioritaire. Il fallait que je puisse reconnaître la réalité des 5 secondes de la chose qui prouvaient l'existence de l'esprit et sa survie après la mort. De toute évidence, cet objectif passait par la reconnaissance des EMI, comme expérience réelle et non hallucinatoire. Le fait de choisir le roman comme vecteur de communication sur cette thématique ne m'a pas trop mal réussi. J'étais régulièrement invitée dans des salons du livre ou des cafés littéraires, mais aussi dans quelques radios ou de trop rares émissions de télévision. Cette petite notoriété m'a tout de même permis de recueillir beaucoup plus de témoignages. Les expérienceurs étaient trop heureux de trouver enfin un médecin, qui plus est anesthésiste réanimateur, prêt à les écouter sans les prendre pour des fous a priori. D'autres romans ont suivi. Derrière la lumière, Éternelle jeunesse, puis, bien plus tard, La mort décodée. Dans toutes ces histoires, les EMI sont en quelque sorte le fil rouge. La Chose avait fait de moi un romancier très spécialisé. J'ai bien aimé ce passage. Alors, quand je me suis réveillée ce matin, j'avais très envie de faire des instants de lecture pour vous, et pour moi aussi, parce que j'adore lire. Et je me suis dit, oh là 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 là. Alors après, j'ai commencé à avaler le livre, et je vous lis quand même le début du livre, qui s'appelle La Chose, donc. Parce que j'ai bien ri. Bon, je vous lis que le début, parce que, bon, je pense qu'il m'en voudra pas, le docteur Charbonnier, mais c'est vrai que je mets en vidéo des livres que j'ai pas écrits. Alors, je vais vous raconter après des histoires de médium, évidemment. J'en ai plein vécu. À mon âge, j'ai quand même un petit peu de recul sur ma médiumnité, donc j'ai pas mal d'histoires croustillantes. Ou des histoires familiales aussi. Alors, 22 ans après La Chose. En 2005, j'avais pris pour habitude de faire ici ou là quelques rares conférences sur les EMI, dans les milieux autorisés. Il a mis des guillemets. Des structures scientifiques reconnues qui n'ont rien à voir avec tout ce qui touche à l'ésotérisme. Les facultés de médecine, écoles d'infirmières, CNRS, INSA, INSEE. Un matin du mois de mai, j'ai reçu sur mon lieu de travail un surprenant coup de téléphone qui devait mettre fin à ce qui était sur le point de devenir une routine. Bonjour docteur, je suis le président d'une association à Toulouse qui s'appelle Source de Vie.
J'ai appris que vous donniez des conférences sur les NDE et je souhaite vous inviter pour en faire une chez nous, si vous êtes d'accord. Pourquoi pas? C'est quel genre d'association? Une association d'aide aux personnes en deuil. Ah ok, belle initiative. Comment faites-vous pour aider ces personnes? Eh bien, nous faisons venir des conférenciers qui parlent du sujet que vous traitez et aussi des médiums. Des médiums? Oui, des médiums. En première partie, il y a un conférencier et en deuxième un médium qui fait sa séance. Sa séance de quoi? De médiumité. Les personnes qui sont dans la salle mettent des photos de leurs proches décédés sur la table et le médium établit des contacts avec eux. Des contacts avec les morts? Ah oui, des contacts avec les morts. C'est le principe de la médiumnité. Bon, je vais être très franc avec vous. Je veux bien faire une conférence sur les NDE pour aider les personnes en deuil, mais il est hors de question que je fasse une conférence avec un médium. Pourquoi vous n'aimez pas les médiums? Non, c'est pas ça, mais... Vous avez déjà vu travailler un médium en salle? Non, jamais. À vrai dire, j'y tiens pas du tout. Pourquoi ne viendriez-vous pas dimanche prochain? Nous en aurons un qui a une excellente réputation. Il s'appelle Henri Vigneault. Venez voir comment ça se passe. Ça ne vous engage à rien, vous pourrez vous faire une idée. La chose m'avait fait comprendre que nous sommes un esprit incarné qui poursuit sa vie dans l'au-delà après la disparition du corps. Mais pas qu'il existait des hommes et des femmes qui soient en mesure de dialoguer avec les morts. J'étais passé du stade d'ignorant intégral à celui d'ignorant moyen. Alors ça, j'adore. Pour être franc, je pensais que tous les médiums sans exception étaient des charlatans qui exploitaient le chagrin des personnes en deuil pour se bâtir une petite fortune en échappant au fisc. À bien y réfléchir, cette idée préconçue ne reposait que sur une croyance véhiculée par l'éducation judéo-chrétienne de mes aînés. En réalité, je n'avais jamais rencontré un seul médium et je n'avais aucune idée de la façon dont se déroulaient ces séances publiques évoquées par le président de Source de Vie. C'est malheureusement trop souvent le cas. Les gens se font une opinion bien précise sur des choses qu'ils ne connaissent même pas. Mais effectivement, répondre à cette première invitation ne m'engageait à rien. Cette expérience finirait sans doute par renforcer mes certitudes sur ce que je pensais être une vaste escroquerie collective. Comment ce fameux médium allait-il s'y prendre pour duper son public? Quelle supercherie allait-il utiliser? Aurais-je la possibilité de voir les ficelles utilisées de démasquer ces trucs? Ma curiosité était piquée. Me voilà donc installé sur ma chaise avec un petit carnet à ressort dans une main et un stylo dans l'autre, au milieu d'un public d'environ 200 personnes. Il y avait quelque chose de pesant dans cette salle. On sentait que la mort rôdait. Des personnes habillées en noir, des jeunes femmes aux yeux rougis, des hommes pâles aux traits tirés. Tout était lourd et poisseux. Oui, c'est ça, poisseux, presque visqueux. Les gens évoluaient au ralenti comme s'ils étaient englués dans une sorte de colle invisible. La même que celle qui piégeait les mouches sur les rubans que l'on suspendait autrefois. Au plafond des maisons de campagne. Les naïfs étaient scotchés par cette vaste fumisterie collective. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment précis. Certains s'essuyaient le front avec un mouchoir. Des traces de sueur marquaient les chemises. Nous n'étions pas encore en été, mais il faisait très chaud. Pas de clim et très peu d'aération. Une femme plantureuse se leva en soufflant pour entrouvrir une porte-fenêtre. Face à cette assemblée, un homme assis semblait dormir ou se concentrer. Son visage était caché par ses deux mains blanches et ses coudes reposaient sur un petit bureau recouvert de photos. Et moi de penser, mais c'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que je fais ici? Le brouhaha s'estompa. Les gens chuchotèrent.
Encore quelques secondes, puis se turent. La messe pouvait commencer. Le médium sortit de sa léthargie. Il scruta la foule en fronçant les sourcils comme s'il cherchait quelqu'un. Son regard s'arrêta sur moi quelques secondes, puis repartit ailleurs. La tension montait. Je m'étonnais d'être si mal à l'aise. Soudain, il tendit son bras pour désigner une femme blonde d'une trentaine d'années. La dame habillée avec un chemisier marron, là, non, pas vous, madame, l'autre dame derrière, oui, c'est ça, le chemisier marron. Moi? Oui, c'est cela, c'est bien vous. Derrière vous, je vois un esprit qui se présente, il est juste derrière vous, au-dessus de votre épaule droite. C'est un petit enfant, il a environ 4 ou 5 ans. Il me montre un ours en peluche bleue. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ça vous parle, madame, ce que je viens de vous dire ? Mais non, ne pleurez pas, madame, ne sois pas triste, maman, me dit l'esprit à l'oreille. C'est votre fils, c'est ça? Il est parti pour l'autre monde il n'y a pas très longtemps. Non, ça fait 3 mois. Et cet ours, c'est quoi? Pourquoi il me montre ça? C'est son jouet, c'était son jouet. On lui a mis dans son cercueil son ours en peluche. Il était bleu, cet ours, madame? Oui, il était bleu. Merci, madame. J'eus bien du mal à ne pas pouffer de rire. Cette jolie blonde ne pouvait être qu'une complice. Comment pouvait-on être à ce point stupide et croire de pareilles bêtises? Oui, mais voilà. Plus le temps passait, plus j'avais un gros problème avec cette explication, car des complices, il y en avait partout. Sur ma chaise droite, sur ma droite, sur ma gauche, derrière, devant, partout. Le médium donnait chaque fois des détails précis pour que les participants reconnaissent les prétendus esprits qui s'adressaient à eux par son intermédiaire, et ces détails-là ne pouvaient pas s'inventer. Ils étaient du même niveau que le très spectaculaire ours en peluche bleue. Je me demandais quelle somme d'argent il devait donner à tous ces comédiens pour les récompenser de cette flagrante imposture. Henri Vigneault interrompit brutalement mes calculs en s'adressant à moi. Moi? Oui, vous, le monsieur avec un carnet à la main, là. Mon guide me dit à l'oreille que votre maman est fatiguée, mais qu'il ne faut pas vous en faire. Elle va vite retrouver une bonne santé. Ma mère était effectivement hospitalisée pour les suites d'une opération bénigne. Je l'avais endormie quelques jours auparavant pour lui enlever une vésicule biliaire inflammatoire qui menaçait de s'infecter. Sa convalescence se déroulait sans problème. Donc, en plus des comédiens, il y avait aussi des enquêteurs qui travaillaient pour lui. La suite fut encore plus difficile à digérer. Henri Vigneault me rappela que j'avais autrefois aidé une femme qui se remettait difficilement de son veuvage et que l'esprit de son mari décédé me remerciait pour cela. Tout était juste, y compris les prénoms des acteurs de cette histoire que j'étais le seul à connaître. Ma thèse des comédiens et des enquêteurs s'effondrait comme un château de cartes. Mais alors, et si tout cela était vrai? Henri Vigneault venait d'ouvrir une brèche dans le béton de mes certitudes. Je fis donc cette première conférence à Source de Vie, puis de nombreuses interventions dans des dizaines d'associations d'aide aux personnes en deuil. Un rapide calcul m'indique un chiffre supérieur à 250. Autant dire que je commence à très bien connaître cette véritable petite famille constituée spontanément pour soutenir celles et ceux qui, n'acceptant pas la mort d'un proche, sont au bord des dépressions les plus sévères avec un risque majeur de suicide. J'ai rencontré au cœur de ces assemblées des gens formidables, tant au niveau des organisateurs que des médiums sévèrement sélectionnés pour intervenir en séance publique. La petite vingtaine d'hommes et de femmes capables de communiquer avec l'au-delà sont triés sur le volet, bien sûr. Tout n'est pas rose au pays des médiums. Et il faut savoir faire preuve de discernement.
distinguer ceux qui sont doués pour avoir la grâce de recevoir les informations du monde invisible et tous les autres, de tous les autres. Les charlatans qui sont légions dans cette discipline, les escrocs qui s'engouffrent dans la brèche de la douleur et du deuil pour faire grossir leur compte en banque. Mais on ne doit pas pour autant faire d'amalgame excessif. Tous les médiums ne sont pas des imposteurs, loin de là. Soutenir cet axiome serait tout aussi stupide que de penser qu'il n'y a que des gens honnêtes dans la corporation médicale. D'autre part, proclamer haut et fort que la médiumnité empêche de faire un travail de deuil en entretenant les souvenirs d'une disparition est tout aussi ridicule. On ne fait pas son deuil en oubliant, mais plutôt en acceptant un décès. Comment oublier la perte d'un enfant? Comment gommer de sa vie un pareil cataclysme, la perte d'un enfant? Quoi de plus révoltant sur cette planète que de voir mourir l'aboutissement de toute une vie, le prolongement de sa propre existence terrestre, la chair de sa chair? Non, ce n'est vraiment pas dans la logique des choses. D'ailleurs, il n'existe pas de mot dans notre vocabulaire pour désigner le papa ou la maman qui connaît ce drame alors qu'on parle d'orphelin, d'orpheline, de veuf ou de veuve. Il ne peut pas y avoir de hiérarchie dans la douleur d'une disparition, mais il faut bien reconnaître que celle-ci est particulièrement terrible. Face à cette insurmontable dépression, que propose la médecine traditionnelle? Des psychotropes, des cures de sommeil, des prises en charge psychologiques? Oui, mais sont-ce vraiment là les solutions parfaites? Les remèdes miracles à cette énorme déflagration familiale? Non, bien sûr que non. Alors, s'il y a d'autres moyens pour accepter l'inacceptable, il ne faut pas hésiter une seconde à les utiliser. Du moins, c'est mon avis. En découvrant la réalité des contacts médiumniques, 2005 fut pour moi une période propice à l'éveil spirituel. L'acceptation de cette possibilité me fit passer ipso facto du grade d'abruti moyen à celui d'abruti léger. Mais il me manquait encore une étape pour progresser. J'étais en effet à ce stade tout à fait incapable d'admettre que le monde des esprits puisse communiquer avec les vivants autrement que par ces canaux humains. Voilà, je voulais vraiment vous faire partager cet instant. J'ai adoré ce passage qui rend hommage quand même à cette faculté, ce don, cette possibilité. Je vais quand même, pour ceux qui n'ont pas lu là où les précédents, je ne me rappelle plus combien je vous en ai fait, vous lire quand même le dos du livre pour vous dire qui est le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que je vous remercie, je félicite pour tous ces livres. Je vais tous les lire et je vous ferai des instants de lecture. Voilà. Jean-Jacques Charbonnier est médecin anesthésiste réanimateur à Toulouse. Il est aujourd'hui le spécialiste français de la vie après la mort. Ses conférences sur le sujet attirent des centaines de personnes par an. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont, alors le titre, Les preuves scientifiques de l'après-vie, 2008, et les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, 2012. Il a une page Facebook si vous voulez aller voir. Voilà, le destin décide parfois à votre place. C'est le cas de Jean-Jacques Charbonnier dont la vie a basculé lors d'une intervention avec le SAMU, au sein duquel, alors jeune généraliste, il effectuait un stage de médecine d'urgence. En recueillant le dernier soupir d'un accidenté, le docteur Charbonnier a rencontré cette chose, d'où le titre du livre. Rien ne sera plus jamais comme avant. Il reprend ses études pour devenir anesthésiste réanimateur, car une révélation fracassante s'est imposée. L'âme survit à la mort du corps et continue d'exister dans une autre dimension. 30 ans après ces événements, Jean-Jacques Charbonnier est devenu l'un des plus grands spécialistes au monde de la vie après la vie. Il nous livre dans cet ouvrage aussi personnel que passionnant le fruit de ses recherches sur le sujet. Voilà, c'est un très beau livre. Mais je voulais vous lire cet extrait qui rend hommage quand même, et c'est très très bien écrit. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle journée, et parce que là les gens commencent à arriver. Et je vous dis namasté,
À très vite pour un autre instant de lecture.